Bonjour, je suis Geneviève Richard, l'attachée de presse du ministre Benoît Charette. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse. Je salue aussi les gens qui nous regardent en direct sur Facebook. La conférence se déroulera en trois temps. D'abord, deux intervenants prendront la parole. Le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la lutte contre le racisme, M. Benoît Charette. La présidente et chef de la direction de conservation de la nature Canada, Mme Catherine Grenier. Nous entendrons par la suite trois de nos partenaires, Mme Mélanie Lelièvre de Corridor Appalachien, M. Jean-Claude Damour de la Fondation de la Faune du Québec et M. Pascal Bigrat de Nature Action Québec qui nous adresseront quelques mots. Suivra une période de questions pour les journalistes. Alors, sans plus tarder, j'invite le ministre Benoît Charette à prendre la parole. Je vais me permettre les salutations d'usage dans les premiers temps. Tout d'abord, Madame la Présidente et chef de la direction à Conservation de la Nature Canada, Madame Grenier, un gros merci d'être parmi nous ce matin. C'est un réel plaisir, pour ne pas dire un réel honneur. Mesdames et messieurs, je suis très heureux, effectivement, de participer à une autre annonce importante du gouvernement du Québec avec Conservation de la Nature Canada, particulièrement à l'occasion du Jour de la Terre. Comme vous le savez, notre gouvernement est déterminé à protéger l'environnement et à lutter contre les changements climatiques. Une excellente façon de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et de protéger nos communautés des impacts déjà visibles des changements climatiques, c'est de protéger justement un échantillon représentatif de nos milieux naturels, incluant ceux qui se démarquent par leur valeur de conservation exceptionnelle. La préservation de multiples espèces floristiques et fauniques est également dépendante de la protection de ces riches habitats. On le savait déjà, mais on s'en est rendu compte particulièrement au cours de la dernière année. La nature nous fait un immense bien. L'une des façons de pérenniser ces bénéfices pour les prochaines générations, c'est de constituer un réseau d'aires protégées représentatif de la richesse des espèces et des habitats de toutes nos régions. En décembre dernier, j'annonçais avec fierté que le Québec avait atteint les objectifs internationaux en protégeant plus de 17 de son territoire terrestre et d'eau douce et plus de 10 de son territoire marin. Nous avons mis les bouchées doubles, nous sommes arrivés et d'autres objectifs toujours plus ambitieux nous attendent. L'automne prochain, la communauté internationale devrait prendre de nouveaux engagements pour 2030. Le Québec sera là. La cible de protéger 30 du territoire québécois d'ici 2030 est évoquée. C'est une cible ambitieuse, mais que nous considérons réaliste. Nous avons bien l'intention de poursuivre nos efforts et d'augmenter la proportion des aires protégées. Nous pouvons également compter sur de nombreux collaborateurs et partenaires comme Conservation de la Nature Canada qui ont la protection de la biodiversité à cœur. Nous avons aussi désormais davantage d'outils à notre disposition avec le projet de loi 46 que nous avons adopté en février dernier. Avec cet outil légal efficace, nous avons pu élargir l'éventail des outils de protection à notre disposition pour accélérer les processus de création des aires protégées, et ce, en toute conformité avec les standards internationaux. Nous le savons, l'un des défis que nous avons au Québec, c'est de protéger davantage de milieux naturels dans le sud du territoire, là où la biodiversité est riche et où les pressions que nous exerçons sur elle sont également importantes. Une grande proportion des territoires d'intérêt sont en terre privée dans le sud du Québec et leur protection demande des efforts considérables pour établir des partenariats nécessaires avec leurs propriétaires pour acquérir ces milieux naturels. Heureusement, nous avons la chance d'avoir un bon réseau de partenaires compétents et dévoués dont c'est la spécialité. Et c'est avec plaisir que j'annonce aujourd'hui à Conservation de la Nature Canada une subvention additionnelle de plus de 40,1 millions de dollars pour la bonification et la prolongation jusqu'en 2023 de son projet de partenariat pour les milieux naturels, initialement doté d'une enveloppe de 13 millions de dollars. La nouvelle subvention permet notamment de soutenir les activités d'intendance. Ainsi, les organismes de conservation pourront désormais être soutenus financièrement à l'égard de leurs dépenses liées à la gestion d'aires protégées dont ils ont la responsabilité, dont ils sont propriétaires. Rappelons que le partenariat compte déjà 3 volets.
soit un volet de protection pour soutenir financièrement des projets d'acquisition et de protection de milieux naturels, un volet axé sur l'acquisition de connaissances et un volet d'aide à la reconnaissance de réserves naturelles en milieu privé. Ces volets seront bonifiés grâce à la subvention accordée aujourd'hui. Les 2 subventions octroyées à Conservation de la nature Canada par le gouvernement du Québec auront un effet de levier important. Comment? Chaque dollar investi par l'organisme doit être au moins doublé par la part de fonds fédéraux et privés, bonifiant d'autant l'impact financier du partenariat. Une portion substantielle de l'aide financière octroyée à Conservation de la nature Canada sera aussi redistribuée à des organismes de conservation tiers. Je vais maintenant laisser la représentante de Conservation de la nature Canada, Mme Grenier, nous expliquer les volets du programme et les réalisations de l'organisme que l'organisme possède à son actif. Et avant de terminer, juste mentionner que je suis convaincu que cette bonification majeure permettra une augmentation substantielle de notre réseau d'aires protégées en terre privée au cours des prochaines années, particulièrement dans le sud du Québec. Nous venons aussi de nous appuyer sur une gestion efficace et performante du réseau d'aires protégées par l'ensemble des organismes de conservation. Quand les nouveaux objectifs internationaux d'aires protégées seront déterminés, le Québec sera là, aux côtés des autres pays qui agissent pour protéger l'environnement et répondre à l'urgence climatique. Nous serons ambitieux, encore une fois, et nous déploierons tous les efforts nécessaires pour atteindre notre nouvelle cible en travaillant de concert avec les Premières Nations et avec tous les autres partenaires. Donc, merci à tous les organismes de conservation et propriétaires privés qui vont se joindre à nous au cours des prochaines années pour protéger à perpétuité des milieux naturels de grande valeur du Québec et bien sûr, un merci particulier à Conservation de la nature Canada. Merci, Monsieur le ministre. J'invite maintenant Mme Catherine Grenier de la Conservation de la nature Canada à prendre la parole. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, Monsieur Charest, Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Merci de vous joindre à nous. Au nom de Conservation de la nature Canada, c'est super important pour nous de pouvoir partager cette annonce avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, Conservation de la nature Canada, c'est un chef de file en matière de protection des milieux naturels en terre privée. Depuis près de 60 ans, Conservation de la nature Canada, avec ses partenaires, a réussi à protéger plus de 14 millions d'hectares d'un océan à l'autre du pays. Si vous êtes comme moi, parfois des hectares, c'est difficile à comprendre. On parle d'un territoire qui est à peu près la grandeur de la Grèce. Donc, si on regardait ce qu'on fait à l'échelle d'un pays, on représente un immense territoire, donc 48 000 hectares juste au Québec. Évidemment, comme le disait M. Charest, ces territoires offrent un environnement unique pour la riche biodiversité qui est critique pour nous tous. Alors, nous sommes honorés de la confiance accordée à Conservation de la nature Canada et à ses partenaires par le gouvernement du Québec. Grâce au projet de partenariat pour les milieux naturels, c'est une entente historique. Le Québec pave la voie et affirme sa volonté d'en faire plus avec les conservations présents au Québec. Comme l'expliquait le monsieur le ministre, l'entente se décline en 4 grands volets. Tout d'abord, un volet de protection pour l'acquisition davantage de milieux naturels prioritaires en terre privée. Un volet de connaissance afin de parfaire le savoir et surtout le partager pour sensibiliser davantage le milieu à l'importance de la conservation. Un volet de réserve naturelle pour soutenir financièrement les propriétaires désirant pouvoir reconnaître leur territoire à titre de réserve naturelle. Et finalement, un nouveau volet pour prendre bien soin de ces territoires, pour être capable de réaliser des activités de mise en valeur et de restauration des sites protégés des organismes de conservation. Évidemment, cette entente-là est aussi une entente à la participation parce qu'elle a un effet de levier important. Elle est assortie d'un objectif d'appariement, donc nous devons doubler la contribution du gouvernement du Québec. Alors, pour ce faire, on travaille avec un très large éventail de partenaires. On sollicite la contribution, la participation de propriétaires, mais aussi la générosité de philanthropes et d'individus, fondations, entreprises. Évidemment, l'ensemble des Québécois qui souhaitent soutenir la conservation en terre privée au Québec. C'est une possibilité de faire un geste concret pour la nature qui nous est si importante. C'est un défi qu'on est prêt à relever ensemble pour maximiser l'impact, puisqu'avec cette nouvelle subvention, on sera en mesure de réaliser
plus de 80 millions d'efforts de conservation au Québec. Donc, je pense que ça, c'est vraiment aussi un des grands plus de cette entente-là. Ça nous permet d'en faire beaucoup plus. Évidemment, Conservation de la nature Canada n'est pas seule. Depuis des années, on travaille avec un très grand nombre d'organismes de conservation au Québec pour protéger le patrimoine naturel. Et cette nouvelle entente de partenariat ne sera pas différente. On va travailler très proche avec la Fondation de la Faune du Québec, qui soutiendra les dossiers d'acquisition proposés par différents organismes de conservation. On sait que le Québec est très riche en organismes de conservation. Il y a énormément de bénévoles et de partenaires qui travaillent en terre privée pour être capables d'atteindre les objectifs. On va travailler aussi avec des grands organismes partenaires, donc Corridor Appalachien et Nature Action Québec, et avec l'ensemble des municipalités qui souhaitent travailler avec nous sur le territoire. Alors, pour nous, la nature constitue une fondation de notre société, de notre milieu de vie. On a l'occasion, le privilège, mais aussi la responsabilité individuellement puis collectivement d'en prendre soin aujourd'hui et pour toujours. Puis ce qu'on voit, c'est que la nature, prendre soin de la nature, c'est prendre soin de nous-mêmes. Alors, on est très content de la part du gouvernement du Québec aujourd'hui d'investir dans la nature. Merci infiniment, Monsieur le ministre, au nom de Conservation de la nature Canada et de tous les organismes partenaires. On va être capable de faire une énorme différence avec cette contribution. Merci. Merci, Mme Grenier. J'invite maintenant nos partenaires, la directrice générale de Corridor Appalachien, Mme Mélanie Lelièvre. Ensuite, le président-directeur général de la Fondation de la Faune du Québec, M. Jean-Claude Damour, et le directeur général de Nature Action Québec, M. Pascal Bigras, à nous adresser quelques mots. Bonjour, mon nom est Mélanie Lelièvre, je suis la directrice générale de Corridor Appalachien. Ça fait bientôt 20 ans que l'organisme existe et c'est la première fois qu'on a un tel support financier du ministère de l'Environnement. C'est un investissement historique et c'est pourquoi on est si heureux d'être de cette annonce aujourd'hui. Contrairement à ce qui se faisait dans le passé avec des demandes à la pièce, on a maintenant l'opportunité d'avoir une planification globale de projets présélectionnés, rigoureux, et ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'impact sur le territoire, d'être plus rapide à réagir et globalement d'être plus efficient. Parce qu'en conservation, on connaît l'ampleur des besoins qui sont très grands et on connaît l'urgence d'agir. Notre proximité avec les communautés, les propriétaires fonciers, les groupes locaux de conservation nous ont démontré que le modèle de l'intendance privée fonctionne très bien et on a des résultats très tangibles en conservation dans le sud du Québec. Et ce partenariat-là nous démontre la confiance qu'on nous confère aux organismes de conservation et nous en sommes très reconnaissants. Et nous sommes aussi surtout très fiers de contribuer à la protection du patrimoine naturel du Québec avec toutes les forces vives sur le milieu. Merci. Bonjour. À la Fondation de la Faune du Québec, nous sommes très heureux de ce partenariat. On parle d'un investissement sans précédent en conservation en terre privée au Québec. Nous sommes très reconnaissants de ces nouveaux fonds pour la conservation de nos milieux naturels les plus précieux et parfois les plus convoités. Ces fonds permettront de faire une différence et d'aller plus loin. Par exemple, accentuer nos efforts pour des centaines d'hectares dans le sud du Québec, d'engager davantage de municipalités et de communautés à l'importance de préserver la nature et de sensibiliser encore plus de propriétaires privés aux enjeux de conservation. C'est pourquoi à la Fondation de la Faune, nous sommes heureux de ce partenariat. Bon succès à tous. Bonjour, mon nom est Pascal Bigras, directeur général de Nature Action Québec. Il me fait grand plaisir aujourd'hui de saluer l'annonce de la subvention du gouvernement du Québec, du MELCC plus précisément, pour la conservation des milieux naturels au Québec. Grâce à cette subvention, Nature Action Québec et ses partenaires, des municipalités, des organismes sans but lucratif, des donateurs, pourra continuer à développer des connaissances, notamment dans le domaine de la conservation, de la préservation des habitats de grande qualité qu'on retrouve dans la ceinture et trame verte et bleue du Grand Montréal. Nature Action collabore avec de nombreuses municipalités et des acteurs du terrain dans 7 grands territoires de la grande région de Montréal, à partir de la tourbière Rennes-Mille à Trois-Rivières, en passant par le corridor forestier du Grand Coteau, le corridor forestier de la MRC Vaudreuil-Soulanges, le corridor forestier de Châteauguay-Léry, la région du corridor forestier du Mont-Saint-Bruno, la région aussi de Contrecœur, Rougemont et Yamaska. Et grâce à l'aide du gouvernement du Québec, nous pourrons continuer à mobiliser les populations pour arriver à conserver plus de milieux naturels et les ouvrir au public. Merci beaucoup. Au plaisir.
Merci à tous. On va maintenant débuter la période de questions avec les journalistes. Alors, je vous invite, s'il vous plaît, à lever votre main et on va se limiter à 2 questions, s'il vous plaît, par journaliste. Alors, on va commencer avec une question de Éric-Pierre Champagne de La Presse. Oui, bonjour, on m'entend? Oui, super bien. Donc, en fait, j'aurais une question d'abord pour Mme Grenier. Est-ce qu'on a le détail de... vous parlez de 48 000 km² au Québec. Peut-être pas obligé de me répondre là, mais est-ce que ce serait possible d'obtenir là, un document ou quelque chose qui détaille un peu là, les endroits où il y a des zones protégées là, grâce à votre contribution? Bien sûr, absolument. Mais d'abord, je vous référais à notre site Web, puis on va faire suivre avec vous l'ensemble des territoires. Évidemment, on est présent de l'Outaouais jusqu'aux îles de la Madeleine, très présent dans les montagnes vertes, dans la ceinture verte autour de Montréal, le long du corridor du fleuve Saint-Laurent. Je vous dirais ça, c'est les grandes zones, mais ça va nous faire plaisir de partager avec vous. Puis juste par ailleurs, dans les sommes, vous parlez, le premier objectif, c'est protection, acquérir des... Est-ce que vous avez déjà une idée du montant sur les 40 millions qui va être consacré à l'acquisition de terrain? L'enveloppe n'est pas ventilée, ça va vraiment souvent avec les projets. Puis à chaque fois qu'on fait une acquisition, il y a une portion qui va pour l'acquisition de connaissances, il y a une portion qui va pour la protection en tant que telle, puis il y a une portion qui va pour l'intendance, c'est-à-dire prendre soin, s'assurer de la restauration écologique, s'assurer du maintien s'il y a des infrastructures, s'assurer également de la préservation s'il y a des espèces exotiques envahissantes. Donc, bien qu'il y a 4 volets à l'entente, souvent les projets englobent l'ensemble des montants. Mais sur les 40 millions, on ne sait pas combien va aller à l'acquisition. Bien, pas spécifiquement, non. OK. Puis j'aurais juste une question pour M. le ministre, si je peux me permettre, sans... en fait, bon, pardon? Oui, j'ai dit allez-y pour une question, pas de problème. Oui, ça va. Après l'annonce qui a été faite en décembre pour l'atteinte de 17 %, il y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites là, à l'effet qu'on avait beaucoup ignoré là, des projets au sud du Québec. Je pense qu'il y a 83 projets, si je ne me trompe. Là. Justement, par rapport à ça, est-ce qu'il y a un échéancier prévu? Qu'est-ce qui se passe avec ces projets-là? Là? Bon, vous avez mentionné l'objectif de 30 % là, bon, c'est un secret de polichinelle. Là. On sait que ce n'est pas annoncé officiellement, mais bon... On s'en doute bien. Donc, qu'est-ce qui arrive avec ces projets-là? Concrètement, est-ce qu'il y a un échéancier prévu à votre ministère? Vous allez me permettre de faire peut-être une petite correction bien personnelle. Il y a eu beaucoup plus de salutations et d'éloges que de critiques suite à l'annonce du 17 %. Les groupes et même l'UICN a fait une communication internationale là, pour saluer et souligner ce pas important qui a été fait par le Québec parce que peu d'États dans le monde ont réussi à protéger de façon aussi stricte leur territoire que le Québec ne l'a fait. Mais ceci dit, les 83 projets en question représentent de beaucoup plus petites superficies. Donc, oui, ils ont de l'importance, mais en décembre dernier, la priorité était réellement de couvrir de grands espaces parce que la marche à franchir était très haute. On passait essentiellement 10 % et on devait passer à 17 si on considère que c'est plus ou moins 16 000 km², 1 %, il fallait faire 16 000 km² x 7, donc il fallait prioriser les plus grands projets. Mais pour les 83 autres, ils ne sont pas morts et enterrés. Ça demeure des projets qui sont à l'étude. À certains cas, on est confiant de pouvoir en confirmer quelques-uns là, au cours des prochains mois. Il y a des discussions régulières avec les promoteurs, avec le ministère pour voir où en est l'évolution de leur analyse. Donc, dans certains cas, on peut s'attendre à des confirmations assez rapides. Et pour le reste, ce sont des projets qui demeurent à l'étude et qui sont déjà, en quelque sorte, sur notre écran radar là, pour augmenter nos superficies d'air protégées. Merci. On va passer à une question du Journal de Québec. Charles Cavalier. Oui, bonjour, monsieur le ministre. Écoutez, je voulais savoir justement sur ces 83 projets-là, là, allez-vous interdire les coupes forestières sur ces 83 projets-là jusqu'à ce qu'ils soient protégés ou officiellement rejetés?
Dans plusieurs cas, il y a déjà des moratoires qui s'appliquent et dans plusieurs cas, il n'y a pas de droit de coupe sur ces territoires-là. Donc, je peux comprendre l'inquiétude des promoteurs des différents projets, mais dans les faits, dans une majorité de cas de figure, la coupe forestière n'est même pas un enjeu et n'est même pas prévue dans un horizon prévisible. Donc, on ne décrète pas de moratoire formel, mais les droits de coupe ne sont pas émis tant que la question n'a pas été tranchée. Donc, il n'y a pas de territoire actuellement menacé. Il n'y a pas de ces projets qui sont actuellement menacés par de nouveaux droits de coupe, par exemple. OK. Je me permets une question sur un autre sujet, là. Est-ce que le gouvernement Legault croit toujours que le projet GNL Québec va permettre de réduire les émissions de GES en échangeant la consommation de charbon par du gaz naturel? En fait, vous avez peut-être suivi la période de questions comme moi tout à l'heure. La question a été posée au premier ministre. Sa réponse a été très claire. Je pense aussi avoir été très clair en publiant le rapport du BAP il y a quelques semaines maintenant. Donc, le promoteur a fait ou avait des prétentions qui nous semblaient intéressantes dans la mesure où elles s'avéraient. Actuellement, la démonstration n'a pas été faite et il me semble que ce sera difficile de la faire. Donc, si la démonstration n'est pas faite, comme le réitérait le premier ministre ce matin, le projet ne verra pas de jour. On va passer à la question de François Carabin, Journal Métro. Oui, bonjour à vous deux. Merci de prendre nos questions. D'abord, pour Mme Grenier, excusez-moi, je suis arrivé légèrement en retard là, au point de presse et je voulais savoir si les projets sélectionnés, il y en a certains qui se retrouvaient dans la grande région de Montréal et ou sur l'île de Montréal. Bien, en fait, c'est sûr que le sud du Québec, Montréal en fait partie, la ceinture verte est très importante. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec les différents organismes de conservation dans la soumission et l'identification des projets. Donc, bien sûr, c'est un territoire qui est priorisé également. OK, merci. Sinon, ma deuxième question s'adresse au ministre responsable de la lutte contre le racisme. J'aimerais avoir un peu plus de détails, M. Charette, sur la réaction que vous avez eue en lisant le Journal de Montréal ce matin et si c'est possible d'aller un peu plus loin là, c'est-à-dire de vous avancer sur la réaction que vous avez émise sur Twitter un peu plus tard. Ce que je mentionnais sur les réseaux sociaux ce matin, c'est qu'on a tous une part de responsabilité pour lutter contre le racisme ou contre les préjugés. Et il y a certaines représentations au cours de la dernière année qui ont fait mal à certaines communautés. En associant, par exemple, la pandémie spécialement et spécifiquement à la Chine, on a vu qu'il y a eu une recrudescence de propos et de gestes racistes à l'égard, même ici au Québec, là, donc des Québécois d'origine asiatique. Moi, ce que je nous dis à tous, faut faire attention aux représentations que nous projetons pour ne pas alimenter ce type de préjugés-là. On a de nouveaux variants, dont un qui nous vient de l'Inde. Donc, il faudra faire attention pour ne pas associer le virus à l'Inde. Et à l'inverse, on est tout à fait susceptible de voir un jour, et on ne le souhaite pas naturellement, voir un variant québécois se développer, donc le virus muter au Québec. Je pense que les Québécois seraient bien malheureux et désolés de voir à travers le monde que l'on associe le virus soit au drapeau du Québec ou soit à ce que représente le Québec. Donc, c'est là où je nous invite tous à la prudence par rapport aux représentations que nous faisons. Est-ce que la une était raciste, M. Charette? En fait, je ne pense pas que la une était raciste. Ce n'est pas ce que j'ai mentionné. Ce que j'ai mentionné, c'est que ça pouvait laisser place à certains préjugés, alimenter certains préjugés. C'est là où je nous dis, et bon, je prenais l'exemple de la une de ce matin, mais on a tous cette responsabilité-là, autant en tant qu'individu qu'en tant qu'organisation. Donc, c'est un appel collectif à la prudence là, que je lançais, en fait, que je réitérais ce matin parce que j'ai déjà eu l'occasion de le faire là, par le passé. Merci.
Merci. Donc, je vois qu'il n'y a plus de mains levées. Alors, c'est ce qui met fin à la conférence de presse. Merci à tous et on vous souhaite une belle journée.